Bon, je pense qu'on va commencer. Bonjour à tout le monde. Déjà, je vous remercie d'être là. Je vois que tout le monde n'a pas succombé à aller voir le match de l'équipe de France. Bon, perso, moi, je l'ai appris hier qu'il y avait le match. Sinon, on aurait fait une petite appli justement avec ça, mais bon, c'est pas grave. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va voir pendant les 50 prochaines minutes, c'est en gros la formalisation sous forme de slide de ce qu'on fait des personnes qui rentrent dans notre pôle data pour leur expliquer, entre autres sur le stream processing, comment on va procéder pour faire justement du stream processing. Et on va s'appuyer avec Apache Beam, qu'on va déployer sur du Cloud Data Flow en termes de démo et pour montrer comment ça fonctionne. Donc d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Geoffrey Garnotel. Je suis chez Sphere depuis 2005. Je suis développeur. Team leader aussi au sein de l'entreprise. J'ai créé le pôle data il y a maintenant 3 ans au sein de la boîte en me disant, moi, il y a une chose qui me plaît au-delà de la technique m'intéresse, tout ce qu'on fait autour de la data est sympa, mais c'était aussi le fait de pouvoir regrouper au sein d'une même entité, au sein d'un même groupe, des personnes aussi diverses que des data scientists, des data engineers, des développeurs, des frontistes, des personnes qui travaillent dans le web sémantique, etc., etc. Et ça, c'est une des choses qui, personnellement, me passionne dans le monde de la data, c'est qu'on est vraiment obligé de travailler avec tout un tas de personnes qui viennent d'horizons très diverses. Et je suis aussi Authorized Trainer sur la Google Cloud Platform. Donc, c'est un moment après cette conférence, si vous avez des questions sur le sujet ou si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas. Donc, Sphere, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une entreprise de développeurs. On est situé à Paris, à Lille, à Strasbourg, au Luxembourg et depuis très peu de temps sur Nantes et Bordeaux. J'espère que vous avez été voir le stand. Alors, donc pour commencer, ce qu'on va déjà voir très rapidement, c'est juste pour poser un petit peu les bases, c'est qu'est-ce qu'on entend par data, une plateforme data, et par le terme de ce qui s'est passé en termes de processing de données. Alors, chez nous, puis de toute façon, c'est ce qu'on voit un petit peu partout, concrètement, une plateforme data, ça va être quoi? Ça va être 5 grands axes. Déjà, d'avoir la capacité de réussir à capter de l'information, d'ingérer l'information dans notre système, d'avoir de la capacité à processer cette donnée, que ça soit en temps réel, que ça soit en batch, de pouvoir stocker cette information. Et là-dessus, en termes de stockage, ces 10 dernières années, ça a explosé. Moi, quand j'ai commencé à bosser, on entendait, il n'y avait quasiment que des bases relationnelles. Ce qui est aujourd'hui le NoSQL, on nous disait que de toute façon, non, ça n'existe pas et ça ne marchera jamais. Après, il y a eu le NoSQL. Maintenant, il y a eu toutes les bases, les moteurs de recherche. On a du stockage objet, etc. Là, l'idée de cette partie-là, c'est pas de proposer une seule solution de stockage et d'avoir une application totalement monolithique comme on pouvait avoir il y a 15 ans, mais en disant, suivant les besoins, on va adapter vraiment la solution de stockage par rapport aux besoins. Et surtout, éviter un travers qu'on voit très régulièrement, c'est de se dire on choisit à un moment donné une solution de stockage et quoi qu'il arrive, on fout tout dedans en se disant que ça va répondre à tous nos besoins. Et souvent comme ça qu'on a quelques soucis. Ensuite, l'étape suivante, c'est l'étape d'analyse. Que ça soit de la data analyse, que ça soit du machine learning, de l'exploration de données, du web sémantique. Ce qu'on veut, c'est que notre plateforme soit capable de fournir ce service-là. Soit capable de le fournir en termes de one-shot, en termes de petits bacs à sable, mais aussi qu'on soit capable d'industrialiser cette partie-là pour, par exemple, dans le cadre du machine learning, entraîner nos modèles, être capable de les exposer et être capable à la volée de manière automatique, à les réentraîner, à les réexposer. Donc la partie analytique est quand même très proche aussi de la partie processing de données. En permanence, on va naviguer entre ces deux parties-là. Et enfin, un aspect d'une plateforme data souvent qu'on ignore, enfin pas qu'on ignore, mais qu'on va entre guillemets éviter, c'est toute la partie exposition des données. Cette partie-là est quand même extrêmement importante parce que c'est juste le fait de dire tout le travail qu'on a fait, à partir du moment où on a capté les données, on va essayer de la valoriser. Donc on va pouvoir la valoriser sous forme d'API, on va la valoriser sous forme de reporting, sous forme de dashboard, sous forme de data viz, avec de la vision 360, etc. Il y a tout un tas de solutions qui peuvent exister. Alors, comme je vous disais, depuis maintenant près de 15 ans, le monde de la data a vraiment évolué, a explosé. On accède à beaucoup plus de données que ce qu'on pouvait accéder avant. Au fur et à mesure des années, on demande que cette donnée soit valorisée beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus intelligente.
Typiquement, on prend souvent l'exemple de Google quand ils indexaient les sites. Dans les années 2000, il fallait à peu près un mois. Après, ça s'est réduit au bout d'une semaine, d'une heure. Et si maintenant vous voulez indexer votre site, vous voyez que la modification, elle se fait, ça se compte en secondes ou en minutes pour que ça soit disponible. On a réussi alors qu'on a exposé la quantité de données qui est arrivée dans nos systèmes, on a réussi à faire cette transformation grâce à des évolutions en termes d'infrastructure, en termes d'architecture, en termes de technologie. En termes d'infrastructure, on a été capable de distribuer la donnée, de la répliquer sur un grand nombre de serveurs et, bien entendu, être capable de processer cette donnée très rapidement. Ce qui a amené l'apparition de nouvelles architectures. On entend souvent parler des architectures de type lambda, où, en gros, on va caricaturer un petit peu, on a la donnée qui va nous arriver en live, on va dire, je suis capable de te la valoriser, mais bon, par contre, ta donnée, elle ne comprendra que une petite quantité de données, elle sera très fraîche, mais son niveau qualitatif ne sera pas forcément extra. J'ai bien dit, je caricature pour faire plus simple. Et la partie batch, qui est plutôt se dire, on va se rappuyer sur de l'historique et on va faire des traitements beaucoup plus longs, ce qui va permettre de compléter cette information. Avec l'évolution des technologies pour absorber la donnée, de processer la donnée en stream, donc là, à partir du moment où on a été capable de distribuer de la donnée en mémoire et d'être capable de la processer, on a pu accélérer les temps de traitement. Et donc arrivent aussi des remises en cause de type d'architecture lambda avec des architectures de type Kappa, où on se dit, maintenant, on va essayer de tout faire en stream, que ce soit la partie qui avant était prise par la partie batch. Et ça a été un process qui va traiter toute cette partie-là. Donc ensuite, souvent, on parle de batch versus stream. Déjà, il faut définir c'est quoi du batch, c'est quoi du stream. Pour moi, le batch, c'est pas les opérations, c'est pas les opérations qu'on va faire sur les données qui vont définir dans quel mode je suis, mais plutôt dans quel cadre je vais interroger mes données. Si je suis dans un monde limité, je vais être sur une quantité de données qui va être limitée, donc je connais la fin de ces données-là, je vais être dans un cas de batch, et quand je ne connais pas quand est-ce que mes données vont s'arrêter, que je suis dans un monde totalement illimité, je vais être dans un cas de stream. Après, toutes les opérations que je veux faire, de mon point de vue, on doit être capable de les faire sur une source de données, qu'elle soit en batch, ou que cette source de données soit en stream. Bon, maintenant qu'on a fait ce petit retour, ce petit rappel très rapide, on va commencer à s'amuser un petit peu, et on va voir. On ne va pas rentrer dans le code, on va plutôt se dire comment on va être capable de processer de la donnée en stream. Alors d'habitude, moi ce que j'aime bien faire pour cette partie-là, mais là ça va être un petit peu compliqué de le faire, un jour on fera un petit code lab là-dessus, c'est de le faire avec des Lego. Mais bon. Alors, quand on a de la donnée en stream, ce qu'on sait, c'est que ma donnée, quand elle va m'arriver, elle arrive de manière totalement continue. Elle n'est pas ordonnée. Je ne sais pas, moi, en tant que personne qui va recevoir cette donnée, je ne sais pas dans quel ordre va m'arriver cette information, et je ne maîtrise pas non plus la fréquence d'arrivée de la donnée. Je peux très bien avoir des pics de données qui vont arriver. Par exemple, dans des use cases, comme on a pu faire chez Dailymotion, on avait des pics à 100 000 événements par seconde. Si je prends d'autres use cases, ça ne dépasse pas les 100 événements par seconde. Donc tout ça, les technologies qu'on va employer derrière pour processer cette information, doit tenir compte de ces trois facteurs. Donc, à chaque fois, ce qu'on va mettre en place pour processer et valoriser cette donnée, ça va être des opérateurs. Et suivant les types d'opérateurs qu'on va déployer, ils vont devoir être capables de traiter cette donnée qui va arriver en continu, va devoir s'adapter à la fréquence de données. Donc, si derrière, j'ai une infrastructure qui est capable de scaler sur plusieurs machines, mes opérateurs, suivant les types d'opérateurs que je vais faire, vont être capables de scaler. Ou s'ils ne sont pas capables de scaler, il va falloir qu'on adapte ces traitements-là. Donc, le premier type d'opérateur qu'on va voir, c'est un opérateur très très simple, c'est juste on va filtrer nos données. Vous pouvez imaginer, on arrive, on a de l'information, là j'ai mis plein de couleurs. Comme je suis daltonien, toutes les couleurs, j'ai pris uniquement la couleur que je voyais et je la fais sortir. Donc en effet, je crois qu'il y a plusieurs couleurs là-dessus. Donc j'ai filtré, moi, les données qui m'arrivaient. Il y a la fonctionnalité de se dire, j'ai mes données qui arrivent en entrée. Au final, moi, ce que je veux dans cette information-là, je ne veux pas juste l'événement qui vient d'arriver, mais je veux plusieurs parties de cet événement.
Et c'est là que je vous parlais des Lego tout à l'heure. Si on prend des Lego, vous ouvrez la boîte, vous allez en avoir certains qui sont déjà embriqués les uns dans les autres. Donc ce qu'on veut avec ce type d'opérateur, c'est de se dire, moi je vais retirer les Lego ensemble et au final, en sortie, j'aurai plus d'événements que ce que j'avais en entrée. Ils ne seront pas forcément du même ordre, mais en tout cas, j'en aurai plus. Donc là, on est sur un opérateur où on a une valeur en entrée, on va en avoir n en sortie. Et il y a aussi le fait d'être capable de transformer notre information. Imaginez, moi, je vais nettoyer ma voiture elle rentre sale, elle sort, elle est propre. J'ai transformé l'état de mon événement. Donc c'est l'objectif de cet événement, de cet opérateur. Donc l'ensemble de ces opérateurs extrêmement simples, en fait, forment des types d'opérateurs qui vont être très facilement parallélisables. Parce que c'est des opérateurs en fait, qui n'agissent uniquement sur l'événement en tant que tel. Je n'ai pas besoin de contexte extérieur pour travailler sur cette information-là. L'événement se suffit à lui-même. Et donc, cet opérateur sera totalement stateless. Il ne gérera pas d'état. Il prend l'événement, fait son traitement et ressort de l'information. Après, on va avoir d'autres types d'opérateurs. Donc, des opérateurs, par exemple, de type d'agrégation. C'est-à-dire qu'on va prendre en entrée, on va prendre un certain nombre d'événements, on va les assembler ensemble, on va peut-être y appliquer une fonction pour les valoriser. Par exemple, un opérateur d'agrégation assez connu, c'est les opérations de compte ou de somme, sur lequel, à partir d'un certain nombre d'événements qu'on a eus, en sortie, on a la quantité de données qu'on avait stockées. Un autre type d'opérateur, ça va être celui de joindre plusieurs sources de données. Parce que oui, quand on va être dans notre stream, on n'a pas forcément qu'une seule source de données. On peut très bien en avoir une, deux, trois sources de données. Et ce qu'on se dit, c'est que peut-être des événements qui viennent de différentes sources, on a envie de les assembler ensemble, on a envie de les lier ensemble pour, au final, fournir un autre type d'événement. Donc l'ensemble de ces opérateurs, je pense que vous voyez tous de toute façon, vous avez tous déjà rencontré ce type d'opérateur. Ce qui sont particuliers par rapport aux autres opérateurs, c'est que l'événement ne se suffit pas par lui-même. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un contexte extérieur ou de plusieurs mêmes événements pour pouvoir en sortir une valorisation, pour que l'opérateur dise « oui, maintenant je te fournis une réponse ». Donc à l'inverse de l'autre type d'opérateur, l'opérateur doit être capable de gérer un état. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très important, parce qu'au final, par rapport à l'autre où il prenait l'événement, faisait son traitement, le ressortait, là, il va être obligé de stocker cette information-là, de gérer l'état de l'événement dans lequel il lui est arrivé, et à un moment donné, ce qui est l'objectif final de l'opérateur, ressortir cette information. Donc là, on est très proche, enfin, c'est pas qu'on est très proche, on est sur des opérateurs en fait, qui forment ce qu'on appelle du MapReduce. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le MapReduce ou qui ont déjà pratiqué? Donc là, on a des opérateurs, tous ceux qui ne concernaient qu'un seul événement, on va être sur des opérateurs qu'on va dire de type map. Donc, comme on l'a dit, ça va être totalement scalable. Quand on était sur des MapReduce, sur de la GFS, ce qu'on va faire, c'est que nos opérations de map vont aller sur les différents clusters qui possèdent la donnée, vont les opérer dessus. Et ensuite, on a nos opérateurs vont grouper l'information qui sont sur des opérateurs de reduce. Donc, on voit très bien, d'un point de vue infrastructure, ces opérateurs-là vont réagir différemment. Le premier opérateur, il va être capable de scaler sur un grand nombre de machines. On s'en fiche de savoir, il va traiter les informations totalement indépendantes, alors que les autres opérateurs, on va être obligé de stocker l'information sur un même ensemble de machines pour être capable de processer cette donnée par la suite. Alors, pour favoriser, pour aider cette partie-là, il y a une étape qui est souvent méconnue et qui n'apparaît pas clairement dans ce diagramme, c'est l'étape de shuffle. C'est-à-dire qu'on va entre guillemets, redistribuer l'information entre des opérations de map, soit entre elles et des opérations de reduce, afin de faciliter l'opération suivante. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très important dans le monde de stream, parce qu'au final, là, les opérateurs vont agir au niveau de nos clusters, et entre les deux, on va redistribuer la donnée, ce qui va nous permettre, soit, si c'est bien fait, de gagner du temps, soit de perdre du temps si c'est mal fait. Donc derrière, on a créé un grand nombre d'opérateurs, sur des opérateurs qui peuvent être parallélisables, sur des éléments qui vont être beaucoup plus difficilement parallélisables, et on a vu qu'on peut avoir en entrée plusieurs sources,
Et en sortie, pareil, on doit pouvoir avoir plusieurs sources. Le fait d'associer l'ensemble de ces étapes entre elles fait qu'on va créer un graphe orienté acyclique qui, au final, c'est notre pipeline qui va traiter notre information. Et ce graphe-là, suivant les technologies qu'on va employer, c'est ça qui doit être optimisé par notre framework qu'on va utiliser. Et c'est à partir de là qu'il va dire, pour tel opérateur, je vais être capable de scaler la donnée. À chaque fois qu'on va passer d'un opérateur à un autre, on va remettre la donnée sous forme de stream pour renvoyer cette information-là. Et entre chaque opérateur, on va redistribuer la donnée, c'est la partie, je vous disais, shuffle, pour favoriser, pour optimiser l'action de l'autre opérateur. Alors si je vous prends un petit exemple, très simple, on va juste compter les hashtags sur Twitter. Alors, on a fait notre petite application, on s'est branché sur un flux stream de Twitter, on récupère notre tweet. On va d'abord mettre un premier opérateur qui va juste extraire, récupérer nos hashtags. C'est-à-dire qu'en entrée, on avait notre événement était notre tweet. En sortie, on a n événements qui n'est plus un tweet, mais qui est nos différents hashtags. Ensuite, on va compter nos éléments. Donc au final, on va stocker ça dans une table. L'opérateur, lui, va stocker ça sous forme de table. Et après, à la fin, quand il aura fini de stocker cette information-là, il va appliquer en fait, son action de sortie, auquel on va mettre notre opération de calcul là-dessus, et on va remettre notre donnée en mouvement pour le passer à un autre opérateur. Et là, l'autre opérateur, c'est-à-dire on se dit, on ne veut pas que notre front subisse sur les petites tailles d'hashtags, donc on va virer les hashtags qui sont très peu utilisés. Là-dessus, moi, si je vous montre ça, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un petit problème? Est-ce qu'on n'oublie pas quelque chose avec ça? Quand on est en stream, notre flux de données arrive en permanence. Donc ça veut dire que c'est bien beau, là, ce que je viens de vous montrer. Mais en fait, on a juste oublié un moment, c'est que pour que notre opérateur d'agrégation puisse fournir la valeur, il va falloir qu'on puisse lui dire à un moment, tu arrêtes de me stocker l'information, tu me lances mon opération de calcul, et tu me stockes par rapport à une autre règle. Et par rapport à ça, ce qu'on va utiliser, c'est le temps. C'est le temps de notre événement. Et ça, c'est une information qui est cruciale à chaque fois qu'on va faire du stream. Ça veut dire à quel moment, sur notre événement, on va y appliquer un traitement. Donc on a deux grands types de temps. On a l'event time, qui est le temps de notre événement. Le temps au moment où l'événement a été généré. Donc ça, c'est bien parce qu'on est très proche du moment où l'événement a été fait. Sauf par contre, nous, dans notre système, on n'a aucune garantie que ce temps est réel. Peut-être qu'on va nous envoyer un temps qui date d'il y a 10 ans, comme on va peut-être envoyer le vrai temps. Et il y a le processing time, qui est le temps dans lequel notre événement est arrivé dans notre système. Et suivant ce qu'on veut faire, suivant le besoin fonctionnel qu'on va avoir sur nos données, on va s'appuyer soit sur l'event time, soit sur le processing time. L'exemple que j'aime bien, c'est justement ce que vous voyez là à l'écran. C'est que nous, on est aussi des opérateurs sur lesquels on va récupérer de la donnée. Là, en l'occurrence, on récupère sur une source qui était dans un premier temps George Lucas, et puis après, maintenant, c'est Disney. On récupère les films Star Wars. Sur les films Star Wars, ce qui est embêtant, c'est que l'event time, en fait, il peut être de deux ordres. Soit c'est l'ordre temporel que eux, ils ont créé dans leur fiction, donc là, ce que je vous ai mis à l'écran, soit l'année de production. Et après, il y a le processing time, c'est-à-dire l'année dans laquelle nous, on va pouvoir le voir. Donc nous, en tant qu'opérateur, on va pouvoir absorber cet événement. Là, si on voit bien là, il n'y a strictement aucun lien entre notre event time et notre processing time. Les films, on les a eu dans n'importe quel ordre. Charge peut-être à nous de le réordonner ou pas, tout dépend ce qu'on souhaite faire. Et donc ça, c'est un cas qu'on retrouve donc, plus que régulièrement. Dans le stream, c'est en permanence comme ça. C'est-à-dire qu'en règle générale, notre event time va être supérieur donc, à notre processing time. Et il va falloir qu'on soit capable de savoir sur quelle notion de temps on a envie de travailler et qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ces événements. Donc si je reprends sur notre exemple, en fait, là où ça change, c'est que là, par exemple, on va se dire, nous, ce qui nous intéresse pour faire les comptes d'hashtag,
on va s'appuyer sur le processing time, c'est-à-dire le temps que le tweet arrive dans nos tuyaux. Où là, la différence, c'est qu'au moment où on va stocker l'information, notre opérateur va stocker l'information, on va stocker cette information temporelle. Et c'est à partir de cette information-là qu'on va pouvoir définir, maintenant, je peux te faire le compte avec l'ensemble de ces valeurs à partir du moment où je considère que la fenêtre de temps, on parlait un petit peu après, que je t'avais assignée pour collecter l'information est passée. Ça va pour l'instant? Donc maintenant, on va rentrer un petit peu sur Apache Beam. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Cloud Dataflow ou Apache Beam? OK. Alors, dans 2012-2013, Google a commencé à sortir Cloud Dataflow, qui est arrivé dans le monde open source en 2014, qui est en fait l'assemblement de plusieurs papiers de recherche concernant MapReduce, qu'on a vu un petit peu avant, MyReal pour toute la partie communication, entre autres en réseau, la tolérance aux fautes, etc., et du FUME pour tout ce qui est l'organisation par étapes. Et si vous êtes intéressé par ça, je ne peux que vous encourager à regarder ces papiers-là, parce qu'ils sont plutôt accessibles, et c'est extrêmement intéressant de voir comment ils sont arrivés à ce résultat. Donc en fait, l'idée, c'était de dire, on va essayer de construire un modèle unifié pour traiter en même temps du batch et du stream. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, le fait de faire du batch ou du stream, ça ne doit pas avoir d'impact sur les opérateurs que l'on va appliquer à nos traitements. Pendant très longtemps, et surtout dans les premières architectures lambda qu'on a fait, ce qui était embêtant, c'est qu'on codait des traitements qu'on faisait sur nos données en temps réel, et après on recodait à peu près les mêmes traitements pour nos batchs. Là, ce qu'on nous dit, c'est nous, on a un modèle de développement qui fait que quand vous allez créer un opérateur chez nous, vous allez pouvoir l'appliquer aussi bien à vos données en batch qu'en stream. Et donc, il nous permet de construire un certain nombre de pipelines qu'on va pouvoir ensuite paralléliser. Pour coder en BIM, on a plusieurs SDK qui sont disponibles, du Python, du Java et depuis très peu de temps du Go. Et il y a aussi à disposition plusieurs DSL en SQL. Et il y a aussi des portages qui ont été faits, notamment le plus connu qui est celui en Scala porté par Spotify. Sachant que chacun de ces SDK, en fait, ne sont pas forcément, ils ne sont pas forcément au même niveau d'évolution. Vous allez avoir beaucoup plus de fonctionnalités sur le SDK Java que sur les autres SDK. À côté de ça, il y a en bas à droite, vous voyez ce qu'on appelle des runners. Et c'est aussi pour ça qu'on parle de modèle unifié, c'est qu'on se dit là, pour pouvoir exécuter notre pipeline de données, on ne va pas être lié forcément à un BIM. On peut l'exécuter avec le runner BIM, souvent c'est ce qu'on fait en local, mais on va aussi pouvoir l'exécuter sur d'autres plateformes. Par exemple, le runner Dataflow, on va pouvoir l'exécuter sur la Google Cloud Platform, le runner Spark, le runner Flink, JStorm, etc., etc. C'est-à-dire que le même pipeline de données, vous allez pouvoir l'exécuter sur différentes infrastructures. Bien entendu, ce que vous allez pouvoir mettre dépend de ce qui a été implémenté dans chacun des runners. Donc, ce qu'on va faire à chaque fois, c'est qu'on va créer l'ensemble des briques, donc tous les opérateurs qu'on doit faire pour traiter les données. Donc, ça va être notre opération de transform. Ensuite, on va définir dans notre code comment on assemble l'ensemble de ces étapes. On va construire notre graphe. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir dire sur quel runner on l'exécute. Donc, la petite particularité, c'est que quand on va lancer notre traitement, notre job Dataflow, ce qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord, dans un premier temps, créer le graphe, l'optimiser, et quand il l'aura créé et optimisé, seulement, il va l'exécuter sur le runner. S'il y en a qui connaissent TensorFlow, c'est exactement le même mode de fonctionnement. On est sur de l'exécution différée, ce qui lui permet d'optimiser les traitements et de mieux s'adapter au runner qui va l'exécuter. Donc à chaque fois qu'on va développer en BIM, on va se poser ces 4 questions. C'est ce qui constitue en gros le modèle qu'on va avoir dans BIM, c'est qu'est-ce que je veux calculer, quel est le rôle de mon opérateur, à partir de quelle notion de temps mon opérateur travaille, quand est-ce que je veux que mes résultats soient fournis à l'étape suivante, et comment, sous quelle forme je veux envoyer mes résultats.
Alors on va prendre un petit exemple pour le reste. C'est juste un petit jeu avec les taxis. Donc ça, c'est ce qui constituera la démo tout à l'heure. C'est de se dire, en entrée, on va récupérer la position de l'ensemble de nos taxis. Et moi, j'ai le patron de la boîte, il m'a dit, moi, ce que j'ai besoin d'avoir comme information, c'est que tu sois capable de me montrer la position des taxis en temps réel. Et il me dit, moi, j'ai un problème, j'ai une flotte de taxis qui sont énormes. Ils t'envoient plusieurs événements par seconde, donc il va falloir que tu me filtres cette information, parce que si tu m'envoies tout sur mon front, il va laguer et on sera incapable d'afficher la donnée. Et il me dit à côté, moi aussi, ce qui m'intéresse, c'est l'argent, bien entendu. Et donc, il dit, derrière, moi, il va falloir que tu me dises en temps réel combien me rapportent les taxis. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire. Donc, sur notre pipeline de taxis, ce qu'on va vouloir faire, c'est extraire les informations qui concernent les dollars, l'argent que nous rapportent les taxis, les informations de position. À côté de ça, on va avoir deux opérations d'agrégation. Une pour compter la somme d'argent en temps réel de nos taxis, et une autre qui va consister à regrouper l'ensemble de nos informations de position et d'en renvoyer uniquement celles qu'on trouve intéressantes. Et ensuite, on va remettre au bon format, qu'on va renvoyer dans PubSub pour notre application au front, et on va aussi renvoyer l'information des positions dans BigQuery, parce qu'il nous dit, oui, mais moi j'ai besoin en fin de journée de savoir exactement, avec un très haut niveau de précision, la position de mes taxis pour que je puisse faire un rapport derrière avec cette information-là. Donc en entrée, ce que vous voyez avec marqué PubSub, BigQuery, ce qu'on va appeler des I/O dans le monde d'Apache Beam, c'est ce qui va nous permettre d'aller nous connecter à une source. Donc il existe déjà de base dans le SDK un grand nombre d'I/O, que ce soit dans le monde de la Google Cloud Platform, donc là vous voyez PubSub, il y a Storage, que dans du monde open source, comme avec du Kafka, de l'Elasticsearch, etc. Donc là, on va aller récupérer cette information-là. Cette information-là va être stockée dans un objet qui va être DP Collection, qui, en fait, sont des objets qui disent, moi, je suis responsable d'un certain type de données. Je peux être soit sous un format fini, ça veut dire que je sais que moi, il y a un moment, je vais arrêter de t'envoyer de la donnée, soit en mode illimité, ça veut dire que moi, je n'ai pas de fin. Le seul moment qu'il y a une fin, c'est si tu arrêtes brutalement le job. Et donc on voit, là vous pouvez voir à l'écran comment on récupère de l'information sur un PubSub et comment on réécrit dans PubSub. Donc la première, c'est qu'est-ce qu'on veut transformer. Donc ça, on revient un petit peu à ce qu'on avait dit juste avant. Je veux être capable de filtrer, de transformer mes événements, je veux être capable de calculer, etc., etc. Donc ça, suivant les actions qu'on veut faire, on va pouvoir travailler soit sur des événements qui vont être parallélisables. Donc là, c'est ce que vous voyez, la première ligne avec le pardou auquel on extrait la valeur des dollars. Ça veut dire que quand on a mis ça, on précise, dans la construction de notre pipeline, que cet élément-là est parallélisable, qu'on est sur un opérateur sans état. Et vous voyez le deuxième qui est une somme, sur lequel, au final, on va aller récupérer l'information, et quand il ne recevra plus d'information, il va fournir une valeur. Si je laisse, on est en train de parler de stream, mais si je laisse juste ces données-là, au final, je suis sur un mode de batch classique. C'est-à-dire qu'il va nous fournir la somme uniquement quand il aura fini de recevoir de la donnée. Donc, comme je vous le disais, on va essayer de voir par rapport à quel événement qu'on va récupérer cette donnée, que ce soit pour la partie dollar, que ce soit pour la partie de la position des taxis. Il va falloir qu'on définisse cet event time. Donc, on va créer ce qu'on va appeler des windows. Ces windows, c'est des notions de temps auxquelles on va définir une règle fonctionnelle qui va dire pendant tant de temps, je vais récupérer cette information. Donc là, vous voyez à l'écran ce qu'on va appeler une fixed window, c'est-à-dire que pendant un temps, là par exemple dans notre exemple de calcul, ça va être pendant une minute. Pendant une minute, je vais collecter l'information. À la fin de cette minute, donc je m'appuie sur le processing time, à la fin de cette minute, sur l'event time, désolé, au moment où le taxi nous a envoyé la donnée. À la fin de cette minute, ma fenêtre s'arrête et je passe à la fenêtre, et une autre fenêtre s'exécute. On a des fenêtres qu'on va appeler des sliding windows, qui ont à peu près le même fonctionnement qu'une fixed window. La grande différence, c'est qu'en fait, on va définir non seulement un temps d'exécution de notre fenêtre, mais aussi quand est-ce que cette fenêtre va commencer, avec cette notion de gap. Là, par exemple, dans l'exemple que vous avez, notre fenêtre a une durée d'1 minute, et on se dit, tu ne vas pas démarrer à la fin de l'autre fenêtre,
mais tu vas démarrer au bout de, par exemple, 40 secondes. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant par rapport à l'autre, c'est si on veut lisser des résultats quand ils nous arrivent. Et on a donc ce qu'on va appeler des session windows, ça va avoir un traitement un petit peu particulier parce qu'on va dire, est-ce que quand tu vas t'exécuter, au moment où un événement que je vais te définir par rapport à une clé va arriver, et tant que tu recevras encore des événements qui correspondent à ce que moi je t'ai défini, à la fonction que je t'ai donnée, tu continues à marcher. À partir du temps, le gap, à partir d'un certain temps, la 30 secondes, tu ne reçois plus d'informations, 15 secondes. La fenêtre s'arrête. Donc après, il existe tout un tas d'autres windows, des intervalles, etc., qui peuvent être disponibles dans le framework et vous pouvez en recréer derrière. Et ça, ce sont les trois principales. Donc là, vous pouvez voir à l'écran comment on va définir notre fenêtre. Là, on voit qu'on définit une fixed window sur 1 minute. Donc là, toujours pareil. Là, on peut voir ce qu'on a fait. On ne peut pas vraiment considérer qu'on est en train de traiter vraiment du stream. On a juste dit sur la quantité de données qu'on veut calculer, on l'a séparé par des étapes de temps d'1 minute. Donc là, on va vraiment arriver vraiment dans le monde du stream. C'est-à-dire qu'on va préciser, on va lui dire à partir de quel moment, quand est-ce que tu vas m'émettre de l'information, quand est-ce que tu vas me donner des résultats. Donc quand notre événement est produit, l'idéal, ça serait qu'il arrive directement dans notre système. Dans la vie réelle, on sait tous que ce n'est pas faisable. Alors vraiment dans les très très rares cas, ne serait-ce qu'à cause de la latence réseau ou pour tout un tas d'autres informations. Donc la flèche que vous voyez en pointillé, c'est le cas idéal, qui n'arrive pratiquement jamais. Et après derrière, notre événement en fait va produire un écart avec cet idéal. Et l'objectif de notre framework, donc ce que va nous assurer Apache Beam, c'est de dire moi je vais te calculer un watermark qui est en fait une estimation de cet écart normal. Par contre, à côté de ça, il y a quand même de la donnée qui arrive beaucoup plus tard. Ça, c'est des cas qui sont totalement anormaux. Quand vous jouez à des jeux sur votre téléphone, si vous passez dans un tunnel, vous avez un bouchon. Quand vous ressortez, vous pouvez vous amuser pour voir s'il a bien pris en compte l'événement ou si vous avez perdu votre partie. S'il a bien pris en compte l'événement, c'est qu'en fait, il est capable de traiter ce qu'on appelle des data late, vos données qui arrivent en retard. Donc là, on place ce qu'on appelle des triggers qui va en gros déclencher le moment où on va produire nos résultats. C'est-à-dire que maintenant, on ne va plus attendre de ne plus avoir de données, on va produire les résultats après une définition qu'on a fournie. Là, en l'occurrence, on lui dit, tu me produis le résultat à la fin du watermark. Enfin, on va définir sous quelle forme on va fournir cette donnée. Donc, il existe deux grandes formes pour le moment dans Apache Beam. C'est de se dire, ma donnée, je vais te la fournir sous forme d'accumulation, c'est-à-dire que je vais additionner à chaque fois mon information, ou je vais te donner juste la sous-partie qui est concernée. C'est-à-dire que dans les triggers, je prends l'exemple qui est là, donc avant on avait un trigger qui disait j'envoie le résultat qu'à la fin de ma fenêtre, donc là il n'y avait pas de question de savoir sous quelle forme j'envoyais les résultats. Par contre, on va pouvoir mettre, comme vous pouvez voir au début, un trigger qui va lui dire non, moi ce que je veux c'est que tu m'envoies des résultats avant la fin de la fenêtre. Et on va pouvoir mettre aussi des triggers qui disent tu vas me traiter les données en retard. Là, en l'occurrence, ce qu'on dit, c'est que pendant 5 minutes, tu vas me capter ces données-là. Et on va définir sous quelle forme on va renvoyer cette information. Sinon, en forme accumulating, c'est-à-dire que l'ensemble des sous-fenêtres qu'on va recevoir, on va les additionner les unes avec les autres, ce qui fait qu'on est obligé de conserver ce résultat-là. Si on est sous une forme discarding, c'est-à-dire qu'au final, on ne va renvoyer que la donnée qui concerne notre sous-fenêtre. Donc au final, si on regarde par rapport au pipeline notre pipeline de taxi, la différence par rapport à ce que je vous avais montré au début, c'est qu'on positionne deux windows pour être capable de gérer notre stream. Une sur une fixed window pour la partie $, celle que vous aviez dans les exemples, qui nous dit toutes les minutes, tu vas me renvoyer, ou toutes les 2 minutes, tu vas me renvoyer des valeurs avec des triggers pour envoyer de l'information avant la fin de ma fenêtre, mais aussi pour être capable de capter les données qui sont en retard. Et une sliding window pour, c'est une erreur sur le slide, une session window qui est là pour aller capter la position de chaque taxi. Je vais vous exécuter le job.
Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il compile, notre code. Il va tout d'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, créer notre graphe. Il va l'optimiser, c'est-à-dire qu'il va analyser les étapes que vous avez mises. Et suivant, si vous avez par exemple plusieurs étapes parallélisables ensemble, il va s'arranger pour des fois les exécuter ensemble si c'est faisable, pour optimiser cette partie-là. Bien entendu, à aucun moment, il s'amusera à changer une étape entre deux opérations d'agrégation. Donc là, en l'occurrence, comme je vous le disais tout à l'heure, on utilise le runner sur le runner Dataflow, qui est en fait l'exécution de notre job sur la Google Code Platform. Donc là, c'est ce que vous voyez là. Donc pour l'instant, il est encore en train de s'exécuter. Donc là, ce qu'il est en train de faire, il est en train de charger les machines sur lesquelles il va s'appuyer. Donc ce que nous permet ce runner-là, entre autres, c'est de gérer du pur auto-scaling. C'est-à-dire que suivant la quantité de données qu'on va recevoir et du besoin de calcul qu'on va avoir, il va adapter l'infrastructure, aussi bien en montant qu'en descendant. Il y a entre autres, depuis une semaine, ça vient d'être annoncé, il y a un nouveau moteur de streaming qui est mis en place, qui permet de gérer certaines étapes non plus au niveau de la machine, ce qui vous fait utiliser moins de machines et gagner en termes de performance, mais au niveau du système Dataflow lui-même. Donc là, si on reprend, vous retrouvez à peu près l'ensemble des étapes qu'on a créées, avec la partie à gauche qui est donc l'extraction de notre argent, la capacité de récupérer la totalité de nos données, et au final, de réécrire dans PubSub. Et à peu près la même chose à côté. Donc là, on voit 2 secondes, c'est-à-dire qu'il commence à récupérer de la donnée. On récupère, là, on est sur du 5000 événements par seconde. Donc là, ce qu'on va faire avec notre application, on va se brancher sur notre PubSub. C'est celui-là. C'est-à-dire qu'on va créer une subscription sur notre PubSub, PubSub étant un service de messaging, qui est aussi sur la Google Code Platform. Donc voilà, notre subscription vient d'être récupérée. Et donc maintenant, on commence à récupérer les données. Donc là, on a la position en temps réel de l'ensemble de nos taxis. On pourrait encore optimiser cette partie-là. Normalement, en fait, si on ne fait pas l'opération de filtrage qu'on a fait, vous avez l'application qui freeze parce qu'il y a vraiment trop d'informations. On pourrait, quand on retouchera à cette application, visualiser un petit peu mieux les taxis là-dessus. Après, moi, ce que je voudrais surtout vous montrer, c'est cette partie à gauche. Vous voyez pré-processing et une valeur, et la valeur en dollars. En fait, là, en temps réel, on récupère la donnée, notre window l'accumule, et grâce au trigger qu'on a créé, on renvoie en permanence en disant, ben là, voilà, il faut que tu rajoutes tant, il faut que tu rajoutes tant. Là, la valeur, c'est. Donc notre front rajoute en temps réel cette valeur. Quand vous avez, comme là, c'est au-dessus, ça passe en gras, c'est-à-dire que notre fenêtre de temps, plus le watermark, vient de se terminer. Donc on envoie à notre front en disant, c'est bon, pour nous, on a une valeur exacte. Si on était dans un cas où on récupérait de la donnée en retard, ce qui se passerait, c'est que nous, on sait que cette donnée, elle est en retard, on l'indiquerait au front, et lui, ce qu'il ferait, c'est qu'il changerait la couleur de la valeur qui est envoyée, il la passerait en rouge, ce qui permettrait de dire à l'utilisateur, ben voilà, ma donnée, elle a changé, c'est de la donnée qui était en retard pour différentes raisons, tu pourras l'analyser plus tard parce qu'on a stocké dans BigQuery toutes les informations de position, tu vas peut-être repérer que ton taxi était à ce moment-là dans un tunnel, etc., etc. Donc après, comme je vous disais aussi, on a donc stocké l'information dans BigQuery. Et voilà. Sur lequel, là, en fait, on fait une requête pour dire, bah, à la fin, ce que je veux, à la fin de ma journée, mon responsable, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me dire, bah, moi, je veux avoir vraiment la position exacte de mon taxi
en temps réel pour savoir peut-être est-ce qu'il a optimisé son trajet, est-ce qu'il n'a pas optimisé, pourquoi il a pris telle route, etc., etc. Ce qui permet après coup de pouvoir analyser les données. Alors, donc là, c'était pour la partie démo. Donc, on a vu vraiment comment on exécutait notre job. Moi, avec ça, ce que j'ai envie de dire en montrant ça, c'est qu'au final, ça paraît des fois compliqué de se dire on va travailler sur de la donnée en stream, mais on peut très bien simplifier. Et on peut très bien travailler que sur des opérateurs. Et au final, de construire un pipeline, c'est comme jouer avec des Lego, c'est de réussir à imbriquer dans le bon ordre l'ensemble de nos opérateurs pour que ça soit beau et performant. Voilà pour moi. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Non, oui. 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 Et par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te renvoyer les données par rapport à la clé que toi, tu lui as indiquée. C'est-à-dire que ta window, quand on reprend... Quand on est là, si tu mets un trigger là-dessus, tu dis, typiquement, c'était par rapport à nos taxis. On dit, moi, je récupère l'information sur mes taxis. Par rapport à la clé, à l'identifiant pour le coup, c'est l'identifiant du voyage, mais c'est pas grave. Par rapport à l'identifiant du voyage, tu lui dis, moi, je veux que tu me renvoies toutes les 2 secondes une valeur. Par rapport au taxi en lui-même, il va te renvoyer une valeur toutes les 2 secondes. Et par contre, là, si on prend dans cet exemple, on a 3 fenêtres de temps qui viennent d'être exécutées, ils n'ont pas démarré au même moment. On va avoir 3 événements différents qui vont être envoyés. Et au final, c'est ce que vous aviez tout à l'heure. On peut toujours voir là-dessus. C'est ce que vous avez là, en fait. C'est comme ça que cette information-là est envoyée. La question, c'était plus de savoir est-ce qu'on est capable de faire dans une vidéo plusieurs calculs intermédiaires en disant, voilà, mon taxi, il a parcouru 500 mètres, et 1 minute après, il en est à 800 mètres, et 1 minute après. C'est vraiment le but. Ouais. Alors, si j'ai bien compris la question, au final, là, tu as ta window totale. On ne sait pas, par contre, la particularité sur les session windows, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer, exactement. Et là, tu vas définir un trigger en disant, à partir du moment où tu me reçois, c'est un exemple, un trigger, à partir du moment où tu vas me recevoir un événement, tu vas, entre guillemets, me créer une sous-fenêtre qui, elle, va se terminer peut-être au bout d'1 seconde. Et donc, tu vas renvoyer le résultat. Ça, c'était la partie when. Et après, tu vas pouvoir lui dire dans quelle règle tu vas lui donner pour la forme de ce résultat. Donc, si tu lui mets en accumulating, sur la première sous-fenêtre, il va t'envoyer le résultat de cette sous-fenêtre. Quand il va t'en créer une deuxième, il va te prendre le résultat de la première sous-fenêtre plus le résultat de la deuxième sous-fenêtre. Donc, tu vas pouvoir additionner l'ensemble de ces valeurs. Alors, l'autre chose qu'on fait assez souvent, donc un petit peu moins sur la partie des données qui arrivent plus tôt, mais plutôt sur les données qui sont en retard. Là, on a un exemple qui est capable de gérer les données qui sont en retard. Mais très souvent, en fait, en temps réel, si la donnée elle arrive 1 heure après, on s'en fiche pour notre front. Par contre, ce qu'on a envie, c'est que nous, on sait que cette donnée elle est en retard, on n'a pas envie de la perdre. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller la stocker, soit par exemple sur la Google Cloud Platform, soit sur du storage, soit sur du BigQuery, et après, on va la retraiter, soit par un batch, soit par une intervention manuelle qui va aller regarder pourquoi cette donnée-là est arrivée en retard, est-ce que c'est normal, etc. Oui. Comme c'est du streaming, comment tu gères la résilience de tes données? Qu'est-ce qui se passe si le système s'arrête? Est-ce que ta donnée est perdue? Alors, ça ne va pas dépendre d'Apache Beam. C'est plutôt ce que tu vas en avoir en amont. C'est-à-dire que là, typiquement, c'est du PubSub. Apache Beam va lire sur du PubSub. Si là, je ne sais pas pourquoi, mon job s'arrête, parce que normalement, on te garantit justement la Google Cloud Platform qui ne va pas s'arrêter, mais ça peut très bien arriver. Ce qui va se passer, c'est que quand il va s'arrêter, il ne va pas avoir renvoyé à la subscription, il ne va pas lui avoir acquiescé les événements qu'il était en train de traiter.
Donc ça va être conservé dans le topic PubSub, enfin plutôt au niveau de la subscription du topic PubSub, et les données vont continuer à s'accumuler sur le topic PubSub. Donc là, en l'occurrence, ça va rester 7 jours, mais après, tout dépend des systèmes que tu auras en amont. Mais c'est toi qui fais manuellement la CK en fin de chaîne, ou alors c'est PageBeam qui dit je viens de prendre la donnée et je te donne la CK parce que je viens de prendre la donnée. C'est à PageBeam. Alors après, tu peux reprendre la main dessus. En fait, c'est pas PageBeam, c'est l'IO. Et là, on l'avait vu tout à l'heure, on a mis le PubSub IO. C'est lui qui automatiquement te définit les règles pour envoyer la CK dessus. Toi, après, tu peux très bien, typiquement sur du Kafka IO avant qu'il sorte, il y en a qui en avaient créé, c'est eux qui géraient eux-mêmes leur ACK par rapport à ça, et qui ne le traitaient en fait uniquement à la fin du traitement dans le pipeline. Ce que je n'ai pas dit, parce que là, on essaye de faire assez condensé, c'est que vous avez vu les fenêtres que vous créez. À partir du moment où vous gérez vous lancez un job, il y a une global window qui est créée, ça veut dire que l'ensemble de votre pipeline est géré dans une window globale. Est-ce qu'il y aura une autre question? Ok. Comment tu gères les coûts? Alors, donc là, on est... Bon, avec Dataflow, déjà là, quand tu es en stream, comme je disais, on va auto-scaler dessus. Donc tu ne sais pas par défaut, ça va dépendre de la volumétrie que tu vas avoir et des calculs que tu vas faire, combien de machines qui vont être mises à disposition. Tu peux très bien définir le nombre de machines minimales que tu veux à l'exécution de ton job, comme tu peux très bien définir aussi le nombre maximal de machines que tu veux. Si tu dis j'ai pas confiance dans le système, tu dis très bien, moi je veux me limiter à 15 machines. Ce qui ne veut pas dire que ça va réduire tes coûts. Parce que si tu diminues à 15 machines, mais qu'au final tes temps de traitement prennent 2 fois plus de temps, ce qui fait que tu as ta donnée qui accumule, etc., ça va te coûter soit aussi cher, voire même plus cher. Par contre, à côté de ça, ce qu'on fait à chaque fois, par rapport à PageBeam, par rapport à n'importe quel produit, c'est qu'on va labelliser le traitement. Et après, à côté de ça, l'ensemble des coûts, on les récupère dans BigQuery. Et quasiment, c'est pas tout à fait en temps réel, mais à chaque fois qu'on a une nouvelle information de coût qui arrive, nous, on la traite et on lève une alerte pour dire, bah là, attention, là, tu commences à exploser les coûts par rapport à ce qu'on avait prévu. Après, à côté de ça, sur la Google Cloud Platform, tu peux aussi mettre en place des alertes sur des budgets, c'est-à-dire que tu vas définir que pour ton projet, je veux que recevoir une alerte par rapport, par exemple, à un projet, on va définir un budget de $500. On va aller dire à partir de 30% de ce budget-là, renvoie-moi une alerte, comme ça moi je peux aller surveiller les coûts là-dessus. Je ne sais pas si ça répond. Autre chose? Je vous remercie.